On va commencer, si vous le voulez bien, un petit peu par comprendre comment ces trois orbites se sont rencontrées, ces trois trajectoires autour de ce qu'on vient de voir. Et je voudrais rebondir sur une formule qu'a utilisée Eduardo dans le documentaire. On t'a entendu parler, Eduardo, d'une culture de l'espace. Alors Gérard Azoulay, vous qui avez une formation de scientifique, ce que je trouve magnifique, une thèse sur les comètes, comment on se retrouve ensuite à diriger l'Observatoire de l'espace, et quel est le statut au sein du système scientifique français de cette institution? Est-ce que c'est une institution d'abord? Bonsoir. Le CNES, le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française, est une institution. Et au sein de cette institution, justement, depuis l'année 2000, il y a eu le souhait de créer l'Observatoire de l'espace pour ouvrir en fait le monde spatial à d'autres pratiques, uniquement les pratiques scientifiques et techniques, et justement pouvoir permettre des pratiques culturelles. Alors, effectivement, ma formation peut-être en sciences exactes a fait que j'étais assez déjà familier avec ce monde scientifique, mais je me disais, et c'est pour cela que j'ai pu proposer un projet aussi riche au départ, de dire qu'il y avait là une matière qui était tellement riche, qui n'était pas justement réductible à une seule discipline, qui n'était pas parce que l'espace au départ était peut-être le monde de l'astronomie au 19e siècle, mais maintenant au 21e siècle, toutes les disciplines s'y croisent, tous les intérêts s'y croisent, tous les désirs s'y croisent. Et justement, il faut les explorer. Les sciences exactes ne sont pas le seul moyen possible pour les explorer. Donc on a créé l'Observatoire de l'espace qui met en place des protocoles de travail, avec des artistes, avec des auteurs de littérature, avec des chercheurs en sciences humaines, pour pouvoir finalement mener ces différentes explorations au sein de l'espace. Et c'est cela aussi que soutient finalement l'Agence spatiale française. Alors je vais vous donner une information, moi, qui me fait rêver. Hein. C'est pour ça que la question va vous intéresser. Vous avez créé une résidence d'artistes dans un espace qui n'est pas exactement zéro gravité, mais qui en est très proche. Comment est-ce qu'on fait quand on a un artiste pour présenter un dossier de résidence dans cet espace? C'est la question aussi un petit peu plus large. Évidemment, on a compris aussi dans le documentaire, il y avait des allusions à des contraintes techniques qui s'exerçaient sur l'œuvre qu'on pouvait développer. Donc, comment est-ce qu'un projet artistique, un projet littéraire, culturel, philosophique est sélectionné quand il s'agit comme ça de décider qu'il va primer dans le cadre d'un programme scientifique sur d'autres possibilités ou d'autres recherches potentiellement dans d'autres disciplines? Comment ça se passe? Comme je l'évoquais, on a mis l'idée, c'est de mettre en place justement des protocoles pour permettre d'accéder à l'univers spatial à des artistes ou des auteurs, ou des chercheurs en sciences humaines. Donc la résidence dans l'Airbus 0G, donc cette résidence en impesanteur vient d'ailleurs à côté de tous les protocoles qu'on a mis en place qui permettent de s'introduire dans l'univers spatial, de construire des projets en allant dans des laboratoires, en rencontrant des acteurs du monde spatial, en s'appropriant des corpus documentaires. Et donc là, effectivement, cette résidence dans l'Airbus 0G, qui est d'abord, d'abord, je vais peut-être rappeler que l'Airbus c'est un avion classique qui va, durant son vol, accomplir un certain nombre de paraboles, et donc dans ces paraboles à 10 000 mètres d'altitude, va reproduire l'état d'un pesanteur. C'est donc la résidence la plus courte du monde, puisque cela dure 22 secondes. Hein, quand même. Donc, bien sûr, il y a 30 paraboles, donc on a quand même un petit peu le temps de construire quelque chose. Et donc, cet avion est dédié majoritairement donc à l'expérimentation scientifique. Depuis plusieurs années, on a mis en place cette résidence qui fait qu'un artiste ou quelqu'un du monde culturel, je préférerais dire, a une place possible. Donc, on a des appels à résidence, puisque c'est un peu aussi notre projet. On a des commissions, et donc pour chaque artiste, chaque auteur, à lui de construire un projet qui finalement justifie
le fait d'aller explorer cet état, parce que bien sûr, vous l'avez vu, c'est toujours tentant d'aller tester ce moment, d'aller, je dirais, cette désorientation qu'on peut avoir dans l'espace, cet état finalement qui n'est pas reproductible sur Terre, y compris pour le corps. Bien sûr, on a toujours l'impression que flotter dans l'eau pourrait être la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. L'état d'impesanteur nous touche dans le corps. Et donc voilà, donc il faut pour cela construire un dossier, et c'est comme ça qu'on les choisit, et finalement se dire qu'est-ce qui va être novateur dans le projet qu'on nous propose? Pourquoi faut-il réellement aller dans l'espace? Qu'est-ce que ça va changer même au projet qui est proposé, que ce soit finalement une expérimentation artistique ou simplement que ce soit dans le domaine de la chorégraphie, dans le domaine de la mise en scène ou même de la pensée? Finalement, qu'est-ce qu'on veut faire comment on pense aborder ce changement d'état? Et c'est cela qui finalement qui guide la commission qui choisit les dossiers. Donc il y a effectivement 2 commissions par an. Merci. Alors Eduardo, là, je reviens vers toi, toujours avec une de tes formules, mais une formule qu'on n'a pas entendue cette fois-ci dans le film. Dans un entretien qui avait été publié il y a quelques années, tu parlais d'un autre aspect de ton travail que tu as un petit peu mentionné ici, qui était un travail avec les sciences du vivant. Et tu avais parlé à cette occasion, tu avais expliqué que ton travail cherchait à explorer la vie qui reste à venir, hein, the life that is yet to come, celle qui n'est pas encore là, avec une orientation donc d'exploration aussi de possible. Est-ce que tu pourrais très brièvement nous expliquer aussi un petit peu, avant, tu as parlé de cette longue gestation, hein, ce long temps de production de télescopes intérieurs, 10 ans, mais comment ton œuvre s'est-elle articulée durant cette période à d'autres domaines des sciences et des techniques également? Bonsoir. D'une certaine façon, peut-être nous pouvons dire que mon intérêt dans les cadres de la poésie était toujours donner au lecteur une expérience inédite du langage. Et j'ai eu la conscience depuis un jeune âge que même si je lisais beaucoup de livres, il fallait même engager un architecte pour m'aider à tenir ma maison, franchement, parce que la bibliothèque pèse énormément. Donc même si dans ma vie personnelle, je suis passionné par les livres, un bibliophile et même un bibliomane, on peut dire, mais en réalité, en tant que poète, en tant que créateur, je m'intéresse à aller au-delà du livre. Donc c'était clair cette différence. C'est-à-dire ce que McLuhan appelait le paradigme de Gutenberg. C'est-à-dire penser le langage au-delà de la typographie, au-delà de mise en page, au-delà de cette gestalt de la page imprimée. Et j'ai commencé en 82, mon premier poème numérique, j'ai créé en 82. En 83, j'ai engagé la holographie pour créer des poèmes dans l'air déjà, c'est-à-dire cette notion de antigravimorphisme, j'ai créé dans les cadres de la poésie holographique. Écrire avec la lumière dans l'air, faire flotter des lettres et des mots conçus évidemment pour chaque poème, mais dans cette condition de la 4e dimension, c'est-à-dire les 3 dimensions de l'espace et aussi les mouvements et l'interactivité du lecteur par rapport à ces textes en 4 dimensions, c'est-à-dire que cet engagement du corps entier par rapport au poème, c'était déjà d'une certaine façon, une façon embryonnaire peut-être, dans le cadre de la poésie holographique. Et donc, dans cette logique de recherche qui va au-delà du livre, la poésie numérique, la poésie holographique, au début du XXIe siècle, j'ai commencé à développer la biopoésie, c'est-à-dire s'emparer de la logique du vivant en vrai, de la biologie, de la matière vivante, vraiment, pour créer des poèmes qui sont eux-mêmes vivants. Et ça m'a amené un peu plus tard à la aroma poetry, c'est-à-dire la poésie olfactive, et les rêves de réaliser la poésie dans l'espace, qui j'ai depuis toujours, vraiment du début de ma démarche poétique. Et finalement, ça aboutit en 2017, grâce à notre travail ensemble. Alors quand
quand on voit l'atelier d'Eduardo, on voit, vous vous en rappelez peut-être, un mur avec des fleurs, des photos de fleurs. Ce sont des photos d'une œuvre d'Eduardo qui s'appelle Edunia, qui est une plante génétiquement modifiée, dont Eduardo a proposé, hein, c'est aussi une proposition, de la considérer comme un poème, comme un biopoème, hein, ou comme une œuvre d'art, hein, dans cet ensemble. Ça signifie aussi d'une certaine façon qu'on pourrait... Là, on a une plante qui est aussi un poème, mais si on ne le sait pas, on se dit qu'on a une plante. Là, on a une œuvre qui a été réalisée dans l'espace, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle est, comme tu l'as dit, elle ne peut pas exister, on ne peut pas la regarder sur Terre, nous, elle est ailleurs. Donc c'est une question à nouveau encore un tout petit peu générale, mais ton œuvre, Eduardo, questionne aussi beaucoup le regard du public, les limites de notre regard. Tu avais proposé de faire des poèmes pour les éléphants avec des ultrasons, ou des poèmes pour les abeilles, mais pas pour les humains. Qu'est-ce que ça change de créer un texte qui n'est pas accessible à un public finalement, comme Télescope intérieur? Qu'est-ce que ça te permet de questionner? Bon, je pense que Télescope intérieur en tant que tel, c'est-à-dire l'œuvre qui se trouve à la Station spatiale internationale, comme on vient de voir, elle n'est pas accessible maintenant, mais je pense que dans l'avenir, ce genre d'œuvres seront accessibles. Ça va prendre du temps, je ne sais pas si nous tous ici, on va voir tout ça, mais dans le temps, éventuellement, les voyages dehors de la Terre, en orbite, seront plus accessible. Ça va prendre du temps, évidemment. Il y aura des voyages suborbitales avant, ça va coûter 200 000 $ au départ, etc. On parle peut-être de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ensuite, peut-être encore 20 ans, 30 ans. On va commencer peut-être pouvoir avoir accès à des hôtels en orbite, etc. Bon. Et là, je pense que d'une certaine façon, même si l'œuvre n'est pas accessible maintenant, ces genres d'œuvres seront, à mon avis, forcément accessibles dans l'avenir. Donc, pour moi, je m'intéresse toujours à faire ça, c'est-à-dire donner au moment présent l'expérience vécue d'une vision de la culture, de la vie, du futur, qui va forcément, à mon avis, exister. Alors, on a entendu parler le mot recherche, hein, c'est un mot intéressant quand on voit ces grands moments de rite de la science moderne que sont des missions comme celle de Thomas Pesquet. On met en avant, hein, la recherche, mais la recherche n'est pas que scientifique ou technique, hein. On a entendu on l'a bien compris ici, elle peut être aussi artistique, elle peut être culturelle, etc. Et alors je me tourne vers toi, Virgile. Qu'est-ce qui t'a amené à passer d'une formation qui n'était pas forcément une formation artistique au départ à un travail de recherche, et notamment à travers des films sur un objet comme le sommeil? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cet aspect antérieur de ton parcours? Oui, donc c'est vrai que j'ai une formation scientifique puisque je suis ingénieur. J'étais passionné par les mathématiques et la physique. Et en fait, petit à petit, c'est vrai que je me suis questionné sur le temps qu'on passe à dormir en particulier, et après sur la richesse du sommeil. Et donc petit à petit, je me suis orienté vers une recherche dans ce domaine que j'ai envisagé d'abord d'un point de vue scientifique, mais je trouvais qu'il y avait un tel fossé entre l'aspect objectif qu'on peut faire d'une recherche scientifique sur le sommeil et l'expérience qu'on peut avoir, nous, d'un point de vue subjectif en tant que dormeur, faisait que j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse entre les deux côtés de ce fossé. Donc j'ai choisi quelque chose plutôt dans le domaine artistique, mais qui parfois rejoint aussi les scientifiques, puisque pour certaines expositions, j'ai travaillé avec des chercheurs d'un laboratoire du sommeil, par exemple. Et par ailleurs, dans ma découverte du monde de l'art, c'est vrai que j'ai été spécialement impressionné par des gens qui menaient une sorte de recherche. Et donc, j'aime bien penser au temps ancien, où on ne faisait pas forcément la différence entre les champs comme aujourd'hui, où il y avait des très grands scientifiques qui étaient des très grands artistes et tout ça.
Et donc, de manière générale, que ce soit dans le domaine du dessin ou de la peinture avec Jean-Olivier Hucleux, du happening ou des performances avec Eduardo Katz, des œuvres plastiques ou de la poésie avec Jean-Luc Parent et de l'exploration du vivant et des autres potentialités du langage avec Eduardo Katz, j'y vois des sortes de chercheurs passionnés et que j'admire et avec lesquels j'ai envie de partager quelque chose avec une caméra pour après ensuite le partager avec des autres. Évidemment, le mot partage, hein, l'idée de collaboration va apparaître, puisqu'on voit d'emblée que peut-être qu'une des choses qui font qu'un poème spatial comme Télescope intérieur est un poème spécial par ailleurs, hein, c'est l'idée qu'il va nécessiter il a nécessité la collaboration de différentes personnes et notamment, enfin c'est la même chose également pour le film, hein, on voit que le film, si la station est internationale, le film est aussi international, hein, il y a des différents ensembles et dans ce cadre, pour passer justement au film lui-même qu'on vient de voir, Virgile, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce choix, de ce fil directeur qui est un fil de transport qui est très net au fil du documentaire. Oui, disons que de manière générale, j'ai conçu le film comme une rêverie qu'on pourrait faire dans les tunnels de la ligne 14. Et donc, parce que c'est vrai qu'il est question de transport, transport dans l'espace, qui peut-être vont se généraliser, comme le pense Eduardo Katz. Et donc, tout au long du film, j'ai filmé tous les tunnels qu'on a traversés. Le premier est à Cologne, après c'est d'autres en allant filmer, que ce soit à Bâle, à Paris ou à Chicago. Et donc, dans cette rêverie, je voulais quand même donner des informations très précises sur l'œuvre, tout en laissant le temps à chacun de réfléchir. C'est pour ça que la première séquence est celle qui est à Cologne. Donc, on ne sait pas encore ce que signifie cette forme en 3 dimensions, mais on voit déjà l'entraînement, la décision de l'endroit où elle sera faite, de l'endroit où elle sera filmée. Et c'est après que, petit à petit, on comprend un peu les enjeux qui viennent derrière. Ensuite, pour les différents types d'images, donc le tournage à Cologne en lui-même était extrêmement court, puisqu'il a duré juste 1 heure avec Thomas Pesquet, parce que son programme d'entraînement était vraiment très très rempli pendant cette année. Et donc, durant cette heure, il y a eu donc ils se sont exercés, Eduardo et Thomas, à faire plusieurs exemplaires. Et puis, un certain nombre de décisions ont été prises quant à la réalisation et aussi sur comment filmer l'œuvre une fois dans l'espace. Et je passe donc à la dernière séquence. Finalement, Thomas Pesquet nous a envoyé 30 minutes de rush, de la fabrication de vol avec l'œuvre et de l'œuvre dans la cupola. Et à partir de ces 30 minutes, de son côté, Eduardo Katz a conçu une vidéo qui est exposé donc dans différentes expositions. On l'a vu à Paris, à Rio de Janeiro, à Linz aussi, au festival Ars Electronica. Et de mon côté, j'ai travaillé ces images différemment pour faire la dernière séquence du film. Alors, je continue à parler, je suis mon petit fil des transports. On comprend, Eduardo, dans le film, qu'on a en fait, on a beaucoup de choses dans cette œuvre. Hein. On a de l'iconique et de la lettre, de l'alphabet. On a de la sculpture et du texte. Hein. Mais on a aussi 2 langues. C'est le moment où tu dis le i du moi. C'est aussi le high, évidemment, qui est dedans. Moi, je trouve ça très, 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 très fin. C'est bien une petite station internationale, hein, puisqu'on y entend aussi 2 langues, 2 synonymes. Comment, dans le cadre de la façon dont vous avez pensé ensemble le documentaire, on t'entend aussi parler en anglais à un certain moment. On entend aussi des voix mal déterminées parler en anglais et parfois passer de l'anglais à une autre langue. On entend le russe. Hein. Comment se gère est-ce que c'était aussi quelque chose qui fait partie des composantes que vous avez travaillées? J'imagine bien évidemment que c'est pas fortuit et qu'il y a une réflexion aussi sur cette diversité des langages. Dans les cas particuliers de cette œuvre, comme c'est un projet français, c'est-à-dire l'œuvre, elle est conçu dans ce cadre de ce travail que je fais avec Gérard depuis 10 ans, donc à l'intérieur du CNES. Et donc, même évidemment avec l'Agence spatiale européenne aussi, mais c'est toute une pensée à l'intérieur de la langue française. Et donc, c'est
très naturel. C'est pas quelque chose que je m'imposais de créer forcément un projet en français. Ça m'est venu d'une façon très naturelle. Et c'est vrai qu'il y a des échos, des rapports intéressants avec l'anglais dans ce sens, parce que le I, c'est le moi, mais c'est aussi l'œil. Et c'est justement l'extension de ces cylindres qui à la fin est rond, qui fait deux yeux à travers lesquels on regarde nous-mêmes et l'espace. Et donc, il y a plusieurs échos qui sont intéressants peut-être à découvrir, mais il y a tout ça dans cette forme, on va dire, condensée, parce qu'on sait bien le sens de mot poésie en allemand, Dichtung, qui dit précisément la condensation. Ouais. Alors on a compris, enfin peut-être on aura le temps d'y revenir, mais là, on a compris qu'il y avait une partie aussi moi ce qui me frappe dans le projet, et vraiment pour vous trois, c'est l'aspect également non seulement de collaboration, mais aussi de délégation. Hein. Thomas Pesquet, tu en parles à un moment, hein, il est délégué pour fabriquer l'œuvre, mais il est aussi délégué pour la regarder, hein, puisqu'il faut il y a une manière de la voir dans l'espace que lui seul, que seules les personnes de la station spatiale ont pu expérimenter. Et ce côté un petit peu singulier a fait, quand vous avez vu que j'apparais une seconde dans le documentaire, à ce moment-là, on parlait tous de l'œuvre sans qu'elle ait eu lieu encore, hein, sans qu'elle ait eu lieu, ce qui n'est pas évident, se dire qu'un poème est écrit, il est conçu, il a lieu, mais là, elle n'avait pas encore eu lieu. Comment s'est passée cette tension-là dans l'élaboration du documentaire? C'est-à-dire le fait de parler disons, d'une œuvre qui est encore en projet, puis de pouvoir parler de l'œuvre telle qu'elle a été faite. Et il y a un choix dans le documentaire que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de retour en fait sur le moment de la réalisation, le moment où l'œuvre existe, arrive à la fin du documentaire. Et pourtant, là, on peut se dire maintenant que ça a eu lieu, maintenant que ça a tourné, maintenant que ça s'est concrétisé, on pourrait l'interpréter différemment. Or, je trouve très, très séduisant que s'arrête là le discours d'accompagnement pour laisser ouvert justement à ce moment-là les potentiels. Oui, disons qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre la Terre et l'espace dans le film, parce que je trouvais ces allers-retours intéressants, aussi parce que c'était une rêverie dans le métro, et donc on peut s'imaginer en orbite. Et puis d'autre part, j'avais envie qu'il y ait certaines scènes qui prennent de l'importance rétrospectivement, comme par exemple quand Eduardo lui dit au début, voilà, il faudra que tu ramasses les petits morceaux, une fois que tu auras fini le découpage, pour qu'il y ait le télescope intérieur tout seul. Et donc, après, quand on voit Thomas Pesquet le faire concrètement, jongler, etc., il y a un système d'écho comme ça que j'ai voulu garder. Et d'autre part, c'est vrai que revenir une dernière fois sur Terre à la fin, j'ai trouvé ça un peu décevant. J'ai essayé parce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai pas mises dans le film, ce qui était un peu frustrant, mais elles sont quand même présentes dans le DVD sous forme de complément. Donc c'est des parties des entretiens et à Chicago et à Bâle et à Paris. Mais les remettre après, c'est vrai que ça devenait lourd au sens de la gravité, justement, parce que puisqu'on se libère de la gravité, c'était un petit peu dommage de revenir sur Terre. Et je préfère que chacun, après, y réfléchisse ou fasse d'autres recherches par tout ce qui existe autour du télescope intérieur. Parce qu'autour de l'œuvre, il y a donc des dessins d'Eduardo Katz, des photos, des gravures, plusieurs livres d'artistes et une vidéo plus un film. Et parmi ces différents livres d'artistes, il y en a un qu'on a apporté ici, qui s'appelle Télescope intérieur, et qui a été édité à 15 exemplaires par l'atelier Marisol Parent. Et il contient donc un peu aussi un condensé de l'entièreté de l'aventure, puisque dedans on a des photos de l'entraînement, du décollage, de la réalisation de l'œuvre, avec un texte d'Eduardo Katz qui a été commencé avant la réalisation de l'œuvre dans l'espace. On a également dedans, je vais vous montrer d'ailleurs comment ça se présente, on a des gravures. Donc ici, on a l'édition du télescope intérieur lui-même. Ici, le livre, donc avec les photos et le journal de la réalisation. Et donc à l'intérieur, il y a des gravures et le polo de la mission Proxima. Si tu peux me tenir ça.
voilà, qu'on voit dans le film. Donc, Thomas Pesquet a choisi Proxima d'abord à propos de Proxima du Centaure, puisque c'est la galaxie la plus proche de la Voie lactée, mais également parce que pendant sa mission, il souhaitait être proche des gens. Et on l'a vraiment beaucoup vu pendant les 6 mois qu'il a passé là-haut, parce qu'il voulait vraiment partager, là aussi on retrouve un partage très important, avec nous sur Terre, la plupart de ses expériences. Et à ce patch de Proxima, donc Eduardo Katz a conçu celui de la poésie spatiale, la space poetry, qu'on voit dans le film. Donc en fait, il y a une certaine frustration, c'est vrai, à pas aller dans l'espace pour ceux qui souhaiteraient y aller tout de suite et voir télescope intérieur, mais quand même, le projet a été très bien accompagné par un certain nombre d'œuvres qui sont visibles sur Terre et qui permettent aussi quand même de nous transporter d'une certaine manière. On a encore peut-être le temps d'une petite question, parce qu'après on va bien entendu vous laisser le temps pour les questions. Juste une première question, vraiment. Enfin, voilà. Est-ce que vous savez ce qu'ont dit les autres astronautes à bord de la station? Non, on n'a pas eu. En fait, finalement, ça ramène à une autre question, et je trouve qu'elle est assez passionnante d'un point de vue artistique. C'est finalement, on est aussi face dans l'histoire de la performance à quelque chose d'assez étonnant, parce que on le sait que quand on regarde la performance, que c'est difficile de constituer finalement quelle trace on laisse à chaque fois de la performance. C'est des questions qui ont été souvent posées dans l'histoire de l'art, et là, dans ce projet, on savait pratiquement on savait qu'il n'y aurait pas de public, en fait. Donc le problème était posé à l'inverse. On savait que Thomas allait réaliser ça dans le module Columbus, que certainement ses collègues seraient en train de faire autre chose dans un autre module, parce que la station spatiale, c'est grand, et ils ont d'autres choses à faire, et chacun a un emploi du temps serré. Et donc, il a fallu, avant, se poser cette question-là aussi, et sachant qu'on ne peut pas amener le public même de manière réduite, donc il a fallu établir ce protocole même de production de l'archive, en fait, de production de la trace même de cette performance. Donc d'où les protocoles de filmage, puisqu'il y en avait plusieurs qui ont permis de faire à la fois le travail, l'œuvre d'Eduardo Katz, qui est le film, et le documentaire. Et je crois que là, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement singulier dans ce projet-là. Donc on a effectivement, il y avait et donc c'est quelque chose qui a été proposé à Thomas, avec de ce qu'il devait faire, à quel moment, comment il devait filmer, en subjectif ou en plan général, pour savoir que finalement qu'on préserve quelque chose, parce que finalement, sinon on vous la raconterait, c'est tout, et on n'aurait rien d'autre. Et je trouve que voilà, et ça, je pense que c'est là où se situe un des points extrêmement importants. Deuxième point important, c'est aussi que, Thomas le dit un peu dans le film, normalement, on emmène souvent dans l'espace. En termes de production artistique, il y a des œuvres qui ont été créées sur Terre, qu'on a emmenées dans l'espace en pensant qu'elles auraient elles se comporteraient d'une certaine façon en impesanteur. Donc il y a plusieurs égards. Après, il y a dans un autre registre, il y a un ensemble de pièces, des icônes pour les Russes, des documents en France, comme par exemple, on a pu emporter une page du manuscrit de Jules Verne ou la première pièce de l'euro, pour prendre un peu ce qu'on peut appeler comme prendre l'onction de l'espace, et donc créer une sorte de collection. Et là, encore une fois, on a une rupture, on se dit, et ça c'est un peu dit par Thomas, on va se dire, mais est-ce que quelque chose peut être vraiment fait, constitué, créé avec des moyens économes? Et c'est cela qui est passionnant, puisqu'on est dans un univers un peu extrêmement technologique, et le protocole qu'a élaboré Eduardo est économe et extrêmement poétique, c'est-à-dire avec très peu alors qu'on est dans une station spatiale qui est quand même un condensé de technologie. Là, on utilise 2 feuilles de papier, une paire de ciseaux qu'on peut trouver partout. Et pourtant, là, il va se produire une rupture encore. Enfin, on va faire quelque chose qui ne peut exister. Thomas va construire ce télescope intérieur qui ne peut exister que là-haut. Donc, effectivement, on ne sait pas ce qu'ont dit les autres, mais on a toutes ces ruptures-là, ces 2 ruptures importantes. Et bien, finalement, on va les trouver à la fois dans le documentaire de Virgile et en même temps dans ce film que maintenant a réalisé Eduardo, l'œuvre qui est diffusée dans plusieurs expositions, et qui le sera d'ailleurs bientôt aux abattoirs dans une exposition sur l'espace en avril. Et je trouve que voilà, et là finalement c'est la seule manière en quelque sorte pour le public de venir partager cette expérience.
pense aussi que ce même public je pense qu'on regarde tous un petit peu différemment une feuille de papier quand même après. Voilà, je vois que des mains se lèvent avec raison. Alors je ne sais pas si je pense qu'un micro va circuler. Eduardo, faut dire ça. Combien d'œuvres vous avez réalisées en livre? Combien d'œuvres, pardon, je n'ai pas compris. Combien d'exemplaires il existe de télescopes Combien d'exemplaires intérieurs? vous avez fait en livre? Ces livres? Oui. Ah, c'est une édition de 15 exemplaires, celui-là. D'accord. Ah, parce qu'il a plusieurs livres, c'est pour ça que j'ai demandé la précision. D'ailleurs, à ce propos, pendant la session d'entraînement, Thomas dit on a beaucoup de papier là-haut, je pourrais le faire plusieurs fois. Est-ce qu'on a des informations à ce sujet? Est-ce qu'il en a fait une ou plusieurs? Est-ce qu'il les a redescendues? Est-ce qu'elles sont restées là-haut? Le protocole de tournage avait prévu à peu près 2 heures de travail. Donc, le but, c'était de filmer à partir de la première personne et aussi, on va dire, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire le point de vue qui permet de voir Thomas, enfin son corps, la personne de Thomas entière. Et donc, il fallait refaire plusieurs fois, en réalité, oui. Bon, je voudrais parler, s'il vous plaît. Voilà. Bon, d'abord vous dire à quel point je suis bouleversée par ce que je viens de voir, parce que ça pose un événement extraordinaire. Hein. C'est quand même une première, je veux dire, dans le temps, dans sa dimension la plus vaste, n'est-ce pas? Ça pose un élément moi, qui me renverse, qui me bouleverse. Et ce que je voudrais dire, bon, sur le plan esthétique et sur le plan très subjectif aussi, que c'est non seulement une ouverture vers l'avenir, mais un retour vers les origines aussi. Et moi, je l'ai éprouvé comme ça, n'est-ce pas? Hein, cette lettre, c'est pas n'importe quoi. Cette œuvre d'art que vous avez créée, cette œuvre d'art, cette sculpture poème, n'est-ce pas? C'est pas n'importe quoi. La lettre est très symbolique. Hein, je pense par exemple que dans la mystique juive, les lettres de l'alphabet sont fondatrices de l'univers. Et cette espèce de lettre qui est lettre aussi, et qui se meut comme ça dans un voyage qui est à la fois une propulsion vers l'avenir et un retour à l'origine, alliant les 2 dimensions du temps, je trouve ça absolument extraordinaire. Et je vous remercie, vous tous, Virgile aussi, profondément. Voilà, de vous dire mon émotion et mon sentiment magnifique. Merci. Écoutez, merci beaucoup, puis aussi de souligner ce point. C'est vrai qu'une œuvre, intéressante, c'est une œuvre qui ouvre sur des temporalités diverses, et on avait, ça se voit pas ici, mais on avait aussi discuté en amont de textes comme le texte de Lucrèce qui s'appelle le De Natura Rerum, où Lucrèce compare les atomes, il essaie de réfléchir à ce que peuvent être des atomes, précisément à des lettres qui flottent dans l'air, qui sont capables de se combiner. Donc comme il y a souvent une très grande profondeur et complexité dans les choses les plus simples, et ça fait aussi partie des éléments qu'arrive à tenir Eduardo, et que le film, je trouve, fait de même, et beaucoup aussi dans la subtilité et la suggestion. Merci beaucoup pour votre remarque. Est-ce qu'on n'est pas capable, techniquement, technologiquement parlant, ici-bas, sur Terre, de fabriquer une cage, un cube qui ne serait pas de Faraday, celui-là, mais dans lequel on pourrait créer de la pesanteur, ce qui permettrait aux spectateurs, aux terriens, dirais-je, ordinaires, de voir si la cage était translucide, ce M, ce I, cette sculpture se comporter comme on l'a vu dans le film. Normalement, ça s'appelle un ascenseur, il suffit de couper les câbles. Et oui. Donc, ça produit un état d'apesanteur tout à fait satisfaisant. Je ne suis pas sûr que ça suscite une grande adhésion de beaucoup de spectateurs. Ah, mais là, l'art demande des sacrifices. Oui, c'est une vision très, très radicale. Non, sérieusement, on ne sait pas faire.
Non, absolument pas. On ne sait pas faire. Le seul moyen dont nous disposons, c'est bien évidemment ce dont je parlais au début, qui est des avions, des vols paraboliques, et donc dans lequel effectivement on peut peut-être, le public peut s'embarquer s'il y a un vol spécial ou il y a eu qui est organisé. Mais c'est le seul moyen sur Terre de produire de l'impesanteur. Il n'y a pas d'autre. Sinon, c'est tout simplement ce qu'on appelle la chute libre. Mais la chute libre, voilà, je vous en ai donné les limites. L'avantage de l'avion, c'est qu'on peut rebrancher les câbles. Alors, merci beaucoup. Et du haut de mon ignorance, je voulais savoir si le caisson où s'exercent les cosmonautes sur Terre, même si l'extemporanément n'existait pas, pouvait être une phase de création du vide et de cette expérience. Ça n'est pas un caisson, mais comment s'exercent les cosmonautes à évoluer dans le vide? On les voit bien. Alors, bien sûr, ça ne rendrait pas. Ça donnerait à l'œuvre théâtrale, il n'y aurait pas la simultanéité de l'expérience qui est merveilleuse et très impressionnante. Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas faire ce stade intermédiaire dans un caisson où comment s'exercent les cosmonautes, autrement dit sur Terre? J'ai toujours pensé qu'on pouvait simuler un état d'apesanteur. Ça n'est pas possible, moins rapide que la chute de l'ascenseur? Non, il y a absolument. En fait, il faut décomposer cela en plusieurs étapes. Les cosmonautes ou astronautes ou spationautes vont s'exercer à faire certaines choses sur Terre dans des maquettes ou dans des simulateurs. On va s'entraîner à piloter un Soyouz dans un simulateur. Ça va être comme un avion. Il y a un simulateur, mais dans tous les cas, on est soumis à la gravité. On va s'entraîner à faire des expériences scientifiques. Par exemple, dans la maquette dans laquelle que faisait visiter Thomas Pesquet à Eduardo Katz. Donc, mais elle est, encore une fois, vous les avez vus, ils marchaient tranquillement sur cette maquette au sol. Et après, par exemple, ils vont s'entraîner à faire des sorties extravéhiculaires, à réparer la station spatiale, à mettre des panneaux solaires à l'extérieur. Donc là, il y a une grande piscine. Mais c'est une piscine, ils mettent des combinaisons, des gros scaphandres, et là ils sont soumis à la force d'Archimède, donc ça simule les mouvements, ça leur permet de simuler finalement le mouvement, parce que c'est la même pression, donc leur scaphandre pèse moins, donc ils s'entraînent à faire certaines réparations. Et en fait, et ensuite, pour l'état lui-même d'impesanteur, quand ils vont vouloir s'entraîner à faire des choses particulières en impesanteur, et bien donc ils font des vols dans l'Airbus 0G. Donc ils ont un accès privilégié, ils font de nombreux vols qui leur permettent d'être dans cet état d'impesanteur et faire certaines expériences scientifiques, s'entraîner à mettre certains équipements sur eux. Donc, mais voilà, mais ça reste, à chaque fois on peut le comprendre qu'en séparant les différentes tâches, l'entraînement des astronautes se fait de cette façon. Disons que la gravité, de manière générale, elle est produite par la matière. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a une si grande matière sous nos pieds, la Terre, qui nous attire. Elle est créée aussi par la Lune, par le Soleil, qu'on voit par exemple dans les marées. Donc la question, c'est finalement, qu'est-ce qui peut compenser ça? Donc dans l'eau, ce qui compense un petit peu, c'est la poussée d'Archimède. Quand on s'éloigne de la Terre, la force de gravité est de plus en plus faible, mais la Station spatiale internationale, elle est à 400 km. La gravité est encore forte. Ce qui compense là la gravité et qui fait que la station n'est plus attirée par la Terre, c'est sa rotation. Et là, comme un manège, il y a une force non pas centripète, mais centrifuge. Et donc la distance et la vitesse sont calculées pour que cette force centrifuge compense ce qui reste de gravité à 400 km de la Terre. Donc en fait, la vraie impesanteur, il faudrait aller encore plus loin de la Terre pour ne même pas être obligé de tourner. Alors on va être obligé de terminer, mais vos questions sont tout à fait précises et justes, ciblent bien, puis montrent bien à quel point la caractéristique fondamentale de l'œuvre qui a été conçue par Eduardo, c'est de ne pouvoir être conçue sur Terre. Elle est pensée sur Terre, mais elle n'est pas réalisable ici. Elle implique vraiment... il y avait cette image de Thomas Pesquet, disons un grand pas pour l'art, peut-être, mais il y a l'idée vraiment, en tout cas, d'explorer des contraintes physico-matérielles qui sont
totalement nouvelles, hein, pour lesquelles il n'y a pas encore d'œuvre qui se soit pliée à cet élément pour essayer de penser ce que ça change, à la fois la création d'un poème, la réception d'un poème et ces différents points. Alors, les organisateurs nous avaient demandé de libérer la salle pour moins 10 à peu près, donc je me trompe pas, hein, c'est bien ça, parce que j'ai le chic de penser tout d'un coup être en retard quand on ne l'est pas. Donc on va arrêter ce débat ici. Il peut continuer si vous le souhaitez, puisque je crois qu'une signature des DVD est prévue, hein, c'est bien ça. Tu veux en dire un mot, juste pratiquement, c'est là tout simplement? Oui, donc c'est un DVD qui a été édité par Après Production. Et donc il contient le film de 35 minutes et puis 4 bonus. Donc il y a l'intégralité de la lecture du manifeste de poésie spatiale dans la librairie Michel Ignazi, et puis des scènes, des entretiens qui sont pas rentrés dans le film, et donc ça permet pour ça d'approfondir pour ceux qui le souhaitent. Et c'est un DVD qui est édité en bilingue, il est une version française et une version anglaise. Merci beaucoup, merci à vous pour votre attention et à nos 3 invités. Merci.